Bonjour à tous, merci d'être là pour cette présentation d'un projet de recherche sur le rôle du secteur privé dans la production des espaces publics ouverts à Hanoï et Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Avant de plonger dans la présentation du projet lui-même, j'aimerais d'abord vous donner un peu de contexte sur ses origines. Alors, ce projet a été formulé dans la foulée d'une étude sur les dynamiques du secteur immobilier résidentiel commercial dans les deux plus grandes villes du Vietnam, soit Hanoï au nord, Ho Chi Minh Ville au sud, qui, comme le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, donc ce premier projet sur le secteur immobilier, avait été soutenu par l'Observatoire Ivanhoe Cambridge et par la chaire de recherche du Canada que je dirige. Donc, ce premier projet sur les dynamiques immobilières qui a été mené et complété en 2019 a soulevé plusieurs questions quant au rôle de plus en plus important que jouent les acteurs privés dans la production des infrastructures et des services publics dans les villes vietnamiennes. À la fin de cette étude-là et suite à la présentation des résultats au Vietnam, il y a une ONG canadienne qui s'appelle HealthBridge avec qui je travaille dans mes travaux de recherche à Hanoï depuis de nombreuses années qui m'a approché pour savoir si mon équipe de recherche et moi, on serait intéressés à creuser la question spécifique du rôle croissant du secteur privé dans la production des espaces publics urbains au Vietnam et en particulier le rôle des acteurs privés actifs dans le secteur immobilier. Donc, le travail de HealthBridge, la raison pour laquelle ils nous ont approchés avec cette idée de recherche, c'est que leur travail porte notamment sur la question de l'habitabilité des villes vietnamiennes et le bureau de Hanoï nous a fait part de ces questionnements, justement, quant à la qualité des espaces publics urbains qui sont produits par les acteurs privés dans les villes vietnamiennes et l'impact de cette production d'espaces privés sur l'habitabilité présente et future des villes. Donc, un long préambule pour vous dire que le projet de recherche que je m'apprête à vous présenter, il a été réalisé en étroite collaboration avec HealthBridge. L'objectif était de générer un premier portrait, c'est une étude pilote, mais un premier portrait de la situation, de sorte à pouvoir soutenir, grâce à des connaissances et des analyses rigoureuses, les activités de plaidoyer que mène HealthBridge pour orienter l'action des pouvoirs publics et les politiques publiques en matière d'aménagement, de sorte à les aiguiller vers des approches qui promeuvent davantage l'habitabilité des villes. Et donc, juste à titre d'information, HealthBridge, en ce moment même à Hanoï, a organisé des workshops, a diffusé une note de politique publique qui a été produite à la suite de ce projet. Et tout ça est porté donc aux oreilles, y compris nos conclusions, nos résultats, nos recommandations, et aux oreilles des gouvernements locaux et des ministères qui sont concernés. Alors, allons-y. La production d'espaces publics tels que les parcs, les jardins publics, les aires de jeu, je parle des espaces publics ouverts, cette production-là, elle a connu des changements majeurs au Vietnam au cours des 2 dernières décennies. À partir de la fin des années 1990, les décideurs ont transféré du secteur public vers le secteur privé une part importante de la responsabilité d'investir dans la planification, la conception, la construction et la gestion des espaces publics. Cette stratégie visait, et elle vise toujours, à stimuler la production et à améliorer l'offre d'espaces verts et ouverts dans les villes vietnamiennes dans un contexte de budget public limité. Je mentionne au passage que cette motivation, le justificatif derrière cette politique publique, cette orientation générale-là, elle est partagée avec beaucoup d'autres pays qui ont choisi d'impliquer davantage le secteur privé dans la production des espaces publics. Donc revenons au Vietnam. 20 ans plus tard, donc cette réorientation des politiques de production de l'espace public urbain, elle n'a pas encore été évaluée. Donc on a dans les médias des conflits liés aux espaces publics de production privée qui émergent. Je parle des médias vietnamiens. On peut aussi observer, quand on se promène sur le territoire, des nouveaux types d'espaces publics dans les villes vietnamiennes qui sont visiblement produits par des entités privées. Alors, comme par exemple le grand parc que vous voyez sur cette photo, qui a été produite, qui a été financé, conçu, planifié, produit et qui est maintenant géré par le promoteur du projet qui est résidentiel qui est juste derrière. Mais cela dit, donc, alors que tout ça se déroule depuis 20 ans, mais la recherche, que ce soit celle faite par les chercheurs vietnamiens ou les chercheurs étrangers, elle ne s'est pas encore penchée sur ce nouveau mode de production des espaces publics dans les villes vietnamiennes et plus particulièrement sur les effets de ce mode de production de l'espace.
Donc, on en sait très peu au final à l'heure actuelle sur la quantité, sur la nature et sur la qualité des espaces qui sont produits par le secteur privé. L'étude pilote, donc, qu'on a menée, qui s'intitule, elle a été rédigée en anglais, donc elle a aussi un titre anglais, elle s'intitule The Role of the Private Sector in the Production of Open Public Spaces in Hanoi and Ho Chi Minh City. L'étude visait à combler cette lacune dans la connaissance, à commencer à la combler. Et donc, nos objectifs, on en avait 4. C'était, donc, de recenser et de faire une analyse critique des politiques publiques et des mécanismes institutionnels qui ont été mis en place au Vietnam depuis 20 ans pour encourager et, dans le cas des politiques publiques, pour régir l'implication du secteur privé dans la production d'espaces publics ouverts dans les villes du pays. Deuxièmement, de documenter la quantité et les types d'espaces qui sont produits par ces différents mécanismes dans le contexte des 2 plus grandes villes du pays, donc soit la capitale Hanoï et la métropole économique Ho Chi Minh Ville. Troisièmement, on souhaitait évaluer la qualité des espaces qui en résultent, notamment en termes du niveau de publicité ou de publicness, qui est le concept qui est utilisé par la recherche. Et puis finalement, énoncer des recommandations et proposer des pistes pour remédier aux carences ou aux problèmes liés à l'implication du secteur privé dans la production d'espaces publics ouverts dans les villes vietnamiennes. Et donc, pour répondre au 2e et 3e objectif là, que vous voyez sur la diapo, et puis que je viens de lire, pour répondre à ces 2 objectifs-là en particulier, on s'est penché sur les cas de 2 territoires. Donc, pour le cas de Hanoï, les arrondissements de Thu Liem Nord et Sud, et pour le cas de Ho Chi Minh Ville, celui de l'arrondissement 2. Et ce sont 2 zones qui sont situées à la très proche périphérie de Hanoï et Ho Chi Minh Ville, qui ont commencé à s'urbaniser ou à être planifiées, disons, par la puissance publique en vue de leur urbanisation dans le courant des années 90. Et ces 2 zones-là nous offraient dans les 2 cas un terrain privilégié pour la recherche. C'est parce que, en fait, depuis les années 90, ce sont des territoires qui sont le théâtre d'intenses activités immobilières portées par un secteur privé qui est en plein essor. Vous le voyez un peu sur les images avec les complexes résidentiels. Et par ailleurs, la puissance publique se sert également de ces 2 zones-là comme d'espace d'expérimentation de ces nouvelles politiques qui encouragent le secteur privé à participer directement à la production d'équipements et d'infrastructures urbaines et notamment à la production d'espaces publics. Donc, ces politiques qui sont en place maintenant depuis plusieurs années, elles ont souvent été testées et promues dans ces 2 quartiers-là, ces deux arrondissements. Donc, non seulement, autre chose intéressante pour notre étude, non seulement les acteurs du secteur privé ont eu beaucoup d'opportunités de produire des espaces publics dans les 2 zones d'études parce qu'ils y ont été encouragés par la planification, mais par ailleurs, il y a un certain nombre de ces espaces qui ont été construits et qui sont utilisés depuis suffisamment longtemps, donc dans certains cas depuis quelques mois, dans certains cas depuis quelques années, pour permettre leur évaluation. Et étudier d'autres secteurs de la ville posait la limite que dans beaucoup de cas, les espaces sont encore en cours de planification ou en cours de construction, ce qui rendait difficile d'évaluer comment ils sont appropriés, utilisés, par qui, etc., quel est leur degré de publicness. Donc là, on était capable de le faire ici. Sur le plan méthodologique, l'étude a reposé sur une recension et une analyse critique des principales politiques publiques qui ont été adoptées au niveau national, municipal pour encourager et pour régir l'implication du secteur privé dans la production des espaces publics. Et là, vous avez un bel extrait de la liste des 60 textes de loi, règlements, décrets, décisions, etc. qui ont été analysés dans le cadre de l'étude. On s'est aussi appuyé sur des entretiens avec une quarantaine de représentants du gouvernement du secteur immobilier privé, qui sont des gens qui sont impliqués dans la production d'espaces publics ou dans leur planification à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. On a fait un relevé exhaustif des espaces publics ouverts présents sur les 2 territoires d'études. Donc, vous voyez ici un résultat de la cartographie SIG qui a été généré à partir de ce recensement et de cette caractérisation des espaces. On a fait
de l'observation systématique dans 6 parcs publics. Donc, on en a choisi 3 dans chaque territoire étudié. Donc, vous les voyez pour le moment là, juste localisés sur les cartes de nos 2 territoires d'études. Vous allez voir des photos de ces espaces-là un petit peu plus tard. Et finalement, on a fait une enquête par questionnaire auprès de 240 usagers, donc 60 par espace public. Dans les mêmes parcs, là, donc nos cas d'études dont je viens juste de vous parler. Alors, notre étude a permis d'identifier plusieurs problèmes qui découlent des mécanismes et de l'approche qui est adoptée par le Vietnam pour impliquer le secteur privé dans la production d'espaces publics ouverts. Je n'aurai pas le temps de tout couvrir, mais je vais vous donner quelques exemples parmi les plus saillants. Alors, désolé pour la résolution qui est un petit peu basse ici, mais je pense que vous voyez suffisamment pour comprendre. Donc, un des problèmes que nos analyses ont révélé est que le secteur privé tend à produire, quand il s'implique dans la production des espaces publics ouverts, il a tendance à produire des espaces qui ont soit de très petites surfaces et ou qui sont principalement décoratifs ou fonctionnels, comme c'est le cas de cette esplanade pavée devant un rez-de-chaussée commercial que vous voyez ici. Et dans les 2 cas, ce sont des espaces qui, soit à cause de leur petite taille, par le fait que ce sont des espaces principalement décoratifs ou parce qu'ils ont une fonction pratique, là, comme ici par exemple d'accéder au commerce, mais ce sont des espaces qui supportent très très peu d'activité. Et cette situation-là, elle est le résultat d'une approche de planification fonctionnaliste qui est héritée de l'époque socialiste et qui met l'accent sur l'atteinte de ratios quantitatifs de surface d'espaces verts plutôt que sur leur localisation, leur accessibilité, la nature des besoins en termes d'usage qu'ils vont combler ou sur leur qualité de façon plus générale. Et donc, en parlant avec des promoteurs et avec des représentants des autorités publiques, on s'est rendu compte qu'il y a une norme nationale qui est finalement dans tout le cadre législatif réglementaire qui est la référence dans la planification. Et cette norme-là, elle requiert que chaque projet immobilier qui est développé dans une ville au Vietnam, peu importe sa taille, il doit fournir, et je cite en traduction littérale, 2 mètres carrés de surface verte d'utilité publique par personne. Et il existe d'autres orientations, des standards dans donc le cadre législatif réglementaire là, qui régit la planification urbaine au Vietnam, mais ce ne sont pas des normes qui ont force de loi, comme celle que je viens de vous expliquer. Et ce qui fait que cette norme-là du 2 mètres carrés par personne, c'est à peu près la seule qui s'applique. Et les autres guides ou les autres standards ne sont pas appliqués. Et un des problèmes est que dans l'analyse que font les autorités publiques des demandes de permis, par exemple, pour des projets immobiliers, où ils vont regarder les plans pour voir si les projets atteignent les objectifs requis là, pour des nouveaux morceaux de territoire urbain, eh bien, les autorités, la puissance publique, elle va accepter de compter à peu près n'importe quelle surface non construite dans les projets comme du métrage de surface verte. Et ce que vous voyez ici, par exemple, c'est entièrement pris en compte dans le calcul de la contribution de surface verte d'utilité publique que fait ce projet-là. Et là, ça inclut tout, y compris la partie qui est utilisée comme stationnement de mobylettes. C'est la même chose pour l'espace vert que vous voyez ici en avant-plan qui a été produit par le promoteur du complexe résidentiel Diamond Island, qui est en arrière-plan. Encore une fois, désolé pour la résolution un peu basse. Donc, l'usage du parc là, qui est en avant, il est réservé aux habitants du complexe, mais même si c'est un espace finalement complètement privé, il est entièrement inclus dans le calcul de la contribution en surface verte d'utilité publique de ce projet-là. Et parce que les autorités publiques le permettent finalement, parce qu'ils ne font pas de distinction entre les espaces exclusifs et les espaces véritablement publics, bien, le secteur privé, un fou dans une poche, dirait-on, au Vietnam, bien, il a tendance à servir ses intérêts lorsqu'il s'implique dans la production d'espaces publics ou d'espaces verts dans ce cas-là. Il produit donc plutôt des espaces ouverts, exclusifs, qui sont inaccessibles au grand public.
Notre étude montre également que les incitatifs économiques qui sont offerts par les politiques publiques existantes sont insuffisants pour attirer des investissements privés significatifs dans la production d'espaces publics urbains. Le tissu urbain continue donc de se développer avec une carence marquée en espaces verts et ouverts publics, comme vous pouvez le voir sur cette photo d'un quartier résidentiel assez typique de Hanoï. Et ça fait en sorte que même dans les zones nouvellement urbanisées, les habitants doivent se rabattre sur d'autres espaces pour combler leurs besoins d'espaces ouverts, de socialisation, récréatifs, etc. Et là, vous voyez donc ici un exemple avec ce terrain de badminton impromptu installé sur un trottoir. Finalement, l'analyse et l'évaluation des 3 parcs produits par le secteur privé dans chacun de nos territoires d'études démontrent que les acteurs privés ont tendance à, même quand ils font des parcs dits publics, qui sont pour la plus grande partie accessibles au grand public, ils vont avoir tendance à en extraire, si je peux dire, des parties et à privatiser des portions de ces parties-là pour servir leur clientèle. Donc ici, ce que vous voyez, c'est le parc Vinhome Gardenia et c'est la partie finalement non construite, là, pavée, que vous voyez qui est au centre, à l'intérieur de la zone des 3 tours d'habitation. Et à l'intérieur de ce parc-là, il y a des aires de jeu pour enfants avec des modules de jeu, des beaux modules de jeu moderne, neuf. Et il y a aussi une piscine, vous la voyez en bleu en plein centre. Et donc, alors que tout le reste du parc est ouvert au grand public et que ce parc-là, le promoteur dit que c'est un parc ouvert au public, mais en réalité, ces équipements spécifiques-là, les aires de jeu pour enfants, la piscine, ils sont dans des enceintes fermées et il y a juste les habitants des tours qui ont accès à ces parties-là du parc parce qu'ils y ont accès donc avec des cartes d'accès électroniques. Le reste, le grand public ne peut pas y accéder. Par ailleurs, les acteurs privés ont tendance à limiter au maximum leur investissement dans les portions des parcs qui sont accessibles à tout le monde. Donc, on se retrouve souvent avec des parcs comme celui-ci, le Saigon Bridge 1 de Ho Chi Minh Ville, où on a d'espace un parc qui est, vous le voyez, là, relativement bien végétalisé, mais où c'est interdit de marcher sur le gazon, où il y a peu ou pas d'équipements de jeu pour enfants ou d'équipements sportifs ou simplement de grandes surfaces pavées sur lesquelles ce serait possible d'avoir des activités de type récréatif sportive. Et où, voire même, comme dans ce cas-là, on retrouve très peu de bancs et très peu de zones où on peut se poser à l'ombre, donc sous un arbre ou sous une autre surface qui projette de l'ombre, ce qui n'est pas une mince lacune dans le contexte. Là, on est dans un contexte subtropical où il fait très très chaud toute l'année. Donc, on a des espaces, on a peu d'espaces produits par le secteur privé. Quand ils en produisent d'une certaine taille, ce sont parfois des espaces exclusifs ou en partie exclusifs et finalement dont la portion véritablement publique, elle est typiquement sous-équipée. Alors, je m'arrête ici. Je pourrais parler un peu des recommandations pendant la période de questions si vous le souhaitez. Mais pour le moment, moi, je dirais que j'ai bien hâte d'entendre vos commentaires et questions. Alors, merci beaucoup. Merci Daniel, merci en direct cette fois-ci. Donc on va pouvoir passer à la période de questions. Donc je vais vous demander, pour ceux qui veulent intervenir, que ce soit des commentaires, que ce soit des questions, vous pouvez utiliser la fonction lever la main, puis ben, comme on n'est pas nécessairement un grand nombre, je pourrais gérer l'ordre des interventions. Alors, voilà, la période de questions est ouverte. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient intervenir? Oui, une première question du côté de Jean-Philippe Meloche. Oui, je veux briser la glace. En même temps, c'est pas sur quelque chose de fondamental, mais j'ai trouvé la mesure de norme quand même curieuse. C'est-à-dire, on parle d'un 2 mètres carrés par personne. Puis là, je me questionnais juste, c'est quoi l'échelle? Parce que c'est l'autorité publique, j'imagine, qui applique une norme. Est-ce qu'elle l'applique sur une zone, puis elle demande au secteur privé de contribuer à son calcul de ratio minimal à atteindre?
Ou est-ce que, je ne sais pas, si moi j'ai un projet immobilier de 200 logements, ben, il y a une transférabilité du nombre de logements en nombre potentiel d'habitants, puis éventuellement, dans ma responsabilité privée de construire l'espace qui est en lien avec ma zone ma zone résidentielle. Puis qu'est-ce qui arrive quand c'est une zone commerciale? Donc, je me demandais un peu, tu sais, ça a l'air simple comme norme, dire 2 mètres carrés par habitant, mais il me semble que si moi je devais l'appliquer, je trouverais ça super complexe à appliquer. Donc, je ne sais pas comment c'est calculé puis comment ça se met en place. Oui, donc pour répondre à ta question, c'est l'option B là, dans ce que tu nous as donné comme exemple. Donc, ça s'applique, ce 2 mètres carrés-là par personne s'applique à tout nouveau projet immobilier résidentiel commercial. Je pense que il faudrait que je regarde, mais je pense qu'il y a quand même un seuil minimal, 2 hectares et plus. Je pense qu'en bas de 2 hectares, ça peut être un petit peu moins que ce 2 mètres carrés-là. Mais à partir de là, donc, un promoteur, quand il dépose son projet à la ville pour obtenir un permis, une approbation là, de réaliser le projet, on lui demande de faire la démonstration que donc, il y a une population attendue. Là, il annonce, selon là, effectivement le nombre de logements qui est prévu construire, il va estimer une population qui va occuper la surface. Et là, à partir de là, il doit fournir cette information-là à la puissance publique. Je suis à peu près certaine que les promoteurs, même si on n'a pas eu l'information directement, essaient à ce moment-là de sous-évaluer autant qu'ils peuvent leur population prévue pour faire descendre le nombre de mètres carrés qu'ils doivent produire. Et à partir de là, une fois qu'ils s'entendent sur le chiffre de population prévu, ben là, le promoteur doit démontrer que dans son plan, il cumule au total 2 mètres carrés par personne. Et ça inclut tout. Là. Je ne vous ai pas donné tous les exemples dans la présentation, mais les promoteurs vont faire valoir que la surface sur le toit, par exemple, s'il y a des équipements ouverts sur le toit, ça rentre dans le calcul. Toute la bordure là, qui longe le trottoir, là, par exemple, qui est complètement linéaire, qui n'est pas constructible parce que c'est la marge de recul, en fait, obligatoire du projet. Là, ça va tomber automatiquement dans le calcul. Peu importe, là, il peut y avoir de l'équipement de ventilation, par exemple. Il peut y avoir une entrée de stationnement souterrain, mais la partie qui est en surface, ça va tomber dans le calcul. Donc, en fait, les promoteurs essaient de toutes les façons possibles de faire entrer le plus de surface dans ce calcul-là qu'ils le peuvent. Et les autorités publiques jouent le jeu. Ça se prête à ce lobby-là. C'est un lobby qui s'accompagne d'une enveloppe. Ce n'est pas juste de l'argumentaire rationnel. Il y a de la corruption qui vient avec ça. Et donc, ça pose énormément de problèmes, effectivement, sur le résultat. Merci. Une autre question ou un commentaire sur la présentation de Daniel Labbé? Ben, je vais m'en permettre une, en fait, si je peux. Au niveau des promoteurs, en fait, les consortiums, qui sont-ils, en fait? Est-ce qu'il y a une grande participation des investisseurs ou des promoteurs locaux, ou est-ce que quel est le mix, en fait, au niveau des promoteurs locaux versus, parce qu'on voit, en fait, les modèles qui sont proposés, c'est des modèles plutôt mondialisés, là, des tours, puis des modèles qu'on voit un peu partout. Donc ça serait, disons, la première partie de ma question. Puis ensuite, au niveau du gouvernement local, en fait, comment ils reçoivent ça, en fait? Parce que, disons qu'on est dans un modèle de développement qui est assez différent. Est-ce qu'on est content d'avoir ces grandes formes ou ces gros machins-là avec l'espace semi-privé ou privé? Quelle est la dynamique, en fait, entre les deux? Donc, pour des raisons législatives, constitutionnelles, la terre au Vietnam est publique et elle ne peut être possédée que par des Vietnamiens. Donc, pour la promotion immobilière, pour des promoteurs immobiliers étrangers, tout projet qui implique un promoteur immobilier étranger doit être réalisé en partenariat avec un promoteur ou une entité locale qui va demeurer, qui va posséder les droits d'usage, qui va rester la personne qui a les droits d'usage sur le sol.
Donc, c'est un marché qui est extrêmement lucratif. C'est un marché émergent, immature, mais dans lequel les retours sur investissement sont très, très, très importants et très, très rapides. Donc, je dirais que le monde de la promotion immobilière vietnamien s'est emparé et protège ce secteur-là de l'entrée des investisseurs, des promoteurs étrangers. Par contre, il y a de l'investissement étranger. Donc, il y a, selon les projets, là, ça peut être 100% vietnamien, mais en particulier dans le sud du pays, l'investissement étranger joue un beaucoup plus grand rôle, mais c'est à titre d'amener du capital. C'est des acteurs qui amènent du capital dans les projets. Les formes, nous, toi, c'est ça, nous, on les regarde, peut-être, vous avez vu du Canada, ça nous semble des modèles très génériques. C'est la promotion immobilière régionale, ça ressemble beaucoup à ce qui se produit dans toute la région. Donc, par exemple, en Chine, le pays voisin là, que tout le monde regarde, mais pas que, là, Corée du Sud, Singapour, partout là, autour le sud-est asiatique en général. Ces formes-là, la verticalité, entre autres, et les très, très hautes densités sont vues comme un symbole de modernité urbaine par pas que les acteurs de la puissance publique et les promoteurs, mais aussi par la population. Donc, c'est accueilli comme étant des tissus urbains qui mènent les villes vietnamiennes vers ce qu'elles devraient devenir, c'est-à-dire des environnements modernes, cosmopolitains, qui ressemblent à ce que des pays plus avancés, des pays économiquement plus avancés ont. Donc, il y a très peu de critiques. Je lis très, très, très peu. J'entends très peu de critiques sur ces modèles-là. Donc, c'est une forme où c'est un type d'habitat, en fait, auquel, disons, la classe moyenne, là, je ne sais pas le prix de ça, mais qu'une partie de la population aspire sans aucun problème. Là. Absolument. Et c'est très cher. Là. On est dans des prix au mètre carré qui sont plus élevés que ceux de Montréal pour des comparables, et pourtant dans des revenus, des revenus annuels là, qui sont plus bas. Donc, c'est très, très, très cher. Ouais. Puis là, je vois une autre, je vais juste me permettre une toute petite question, mais je vois une question dans le chat, je vais laisser la parole tout de suite. La vitesse, en fait, de développement, est-ce que c'est très, 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 très rapide ou de construire et de vendre ou de louer, de remplir, en fait, ces grands complexes-là, j'imagine que c'est très, très rapide avec la croissance qu'on peut observer. Oui. En fait, si la loi s'est resserrée un peu sur ce plan-là, mais jusqu'à ce que la loi ne permette plus, tout était vendu, non seulement vendu sur plan, avant même la première pelletée de terre, l'entièreté, vous avez vu les complexes là, au complet, mais non seulement vendu sur plan, mais revendu avant la construction, au moins chaque unité, une dizaine de fois. Donc, la spéculation pré-projet. En fait, le financement, jusqu'à ce que la puissance publique arrête ce mouvement-là ou le freine, le gros du financement n'était pas du financement bancaire, c'était du financement de vente sur plan. Donc, les promoteurs ont tout le capital de réalisation du projet avaient tout le capital de réalisation du projet parce que tout était vendu avant qu'ils commencent à faire quoi que ce soit sur le site. Donc, et voilà. On va y aller avec la question. Louis, tu voulais poser la question pour la personne, pour Jacques? Non, mais je peux la poser si vous m'entendez. Ah, oui, ben oui, on vous entend très bien. En fait, j'avais juste un petit problème avec la main. J'ai toujours pas trouvé la main, mais c'est pas grave puisque je peux prendre quand même la parole. Je vous appelle je vous parle de France. Et je remercie donc Daniel pour sa présentation, c'est très très intéressant. Je me suis posé deux questions en fait. La première, elle porte sur la définition de l'espace public, puisque finalement, même lorsque cet espace public semble, on va dire, privatisé par un promoteur, en tout cas les habitants, eh bien on continue d'appeler cela un espace public. Donc je me suis posé la question, est-ce que les Vietnamiens font vraiment une différence entre l'espace public et l'espace privé, ou bien est-ce que c'est l'espace public de toute façon de manière générique, dans la mesure où les normes nationales étant encadrantes, eh bien ça rend
pas possible l'expression, l'apparition d'une notion de type espace privé? Ça, c'était ma première question. Alors, je peux poser aussi la seconde. J'anime ici à Tours un cours sur l'Asie du Sud-Est, et dans mes lectures, je me suis aperçu le Vietnam était un pays qui avait été alors défini comme urbicide, donc assez disons, réfractaire à l'univers urbain. Et est-ce que finalement, ce que vous avez analysé et décrit, c'est un renversement de l'attitude de l'État vietnamien, ou est-ce que c'est simplement la continuité sous une autre forme d'une défiance vis-à-vis de la ville par le fait que finalement, disons, les autorités publiques renoncent à investir et préfèrent finalement que ce soit disons, des capitaux privés qui investissent dans cette expansion urbaine? Merci. Ouais. Donc, la première question est vraiment une excellente question parce que, bon, je ne veux pas vous plonger là, dans la doctrine marxiste-socialiste des pays communistes de l'Asie, mais ça pose un énorme problème pour les Vietnamiens puisque c'est encore, officiellement, c'est un pays socialiste. La terre appartient au peuple. C'est dans la Constitution, c'est un élément, c'est un pilier fondamental de la notion d'être un pays communiste socialiste. Et donc, utiliser l'expression espace public, ça suggère qu'il y a de l'espace qui est privé et de l'espace qui est public, ou de la terre qui est privée et de la terre qui est publique. Et il n'y a pas de terre privée, parce que la terre appartient au public et appartient au peuple. Donc, ça pose un problème aux autorités, notamment dans les textes de loi, dans les textes officiels, d'utiliser cette expression-là. Donc, l'expression espace public, elle n'est pas utilisée dans les textes réglementaires. Les Vietnamiens vont parler, donc nous, on l'a utilisé dans la recherche, on a défini nous-mêmes, on a donné une définition à la notion d'espace public ouvert, puis donc pour nous impliquait qu'il y ait un minimum un peu d'accès, que ce soit au moins partiellement accessible au grand public. C'est comme ça qu'on a tracé pour nous défini le concept, mais dans la réglementation, le cadre législatif, les Vietnamiens parlent de surface verte d'utilité publique. Donc là, ça permet, donc c'est là, il n'y a plus, là, qu'est-ce que c'est l'utilité publique? Ça, cette partie-là n'est pas définie. Donc, à partir de là, utilité publique pour quelqu'un. Donc, les gens du complexe immobilier, le parc qui est en avant, qui est complètement ceinturé, auquel juste eux ont accès, bien, il est d'utilité publique pour eux. J'imagine qu'il y a toutes sortes de façons là, de contourner cette question de l'accessibilité à tous, qui ne fait pas partie du discours du tout et qui n'apparaît pas dans les textes non plus comme étant un critère que ces espaces-là soient accessibles à tous. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième, l'État parti, donc le gouvernement qui est le parti finalement au Vietnam, c'est complètement imbriqué l'un dans l'autre. Vers la fin des années 90, a littéralement changé son fusil d'épaule complètement par rapport à la question du développement urbain. Ils ont, à partir de la fin des années 90, accepté pleinement que l'urbanisation allait être un vecteur de croissance économique et de développement économique national. Et à partir de là, tout ce qui avait été mis en place précédemment, qui visait plutôt à développer les campagnes puis à empêcher un développement des villes ou une croissance des villes, tous ces mécanismes-là ont été progressivement démantelés à partir des années 90 jusqu'à maintenant. Et la puissance, les autorités publiques en produisent un peu d'espace verts, de parcs, d'espaces publics. Mais la lacune en espace, c'est un des pays qui en a c'est parmi les villes qui, même dans la région sud-est asiatique, où on n'est pas avec des taux très élevés d'espace public ou d'espace vert per capita, ce sont parmi les villes qui ont les plus bas taux per capita d'espace vert ou d'espace public. Là, ils en ont 5 fois moins que Tokyo, 10 fois moins que Bangkok. Bon, je pourrais vous donner des exemples. Donc, la demande est très, très, très forte. Les autorités le savent. La population exprime un désir d'avoir accès à des espaces extérieurs de socialisation, de récréatifs, etc. Donc, la décision d'impliquer, d'amener le secteur privé, d'inviter le secteur privé à venir pallier cette lacune-là, officiellement du moins, tient au fait que toutes seules, les autorités publiques n'arrivent pas à en produire suffisamment. OK. Ben merci. 13h pile, 19h en France. On va être bon pour passer à la deuxième présentation. Donc,